à Eternal, le projet de tatouage NFT qui s'est lancé il y a quelques mois et dont je fais partie en tant qu'artiste et en tant que conseiller depuis quelques jours, qui font leur musée aussi, où ils pourront exposer du coup tous les travaux des artistes et aussi de donner une dimension d'ambiance, parce qu'ils ont fait un musée un petit peu bizarre, basé sur l'architecture du logo qui s'extrude, etc. Enfin, c'est vraiment très classe. Et du coup, tu peux vraiment donner une atmosphère. Et là, pour le coup, il y a un lieu de rencontre aussi, parce que sur Altspace, tu peux discuter avec les gens comme ça, quoi. D'accord, je connaissais pas du tout ce projet, donc à la limite tu me donneras le lien et puis comme ça je regarderai et puis je mettrai le lien en description de l'épisode. Ça a l'air hyper intéressant. Eternal, c'est un super projet, je vais en parler vite fait quand même. Exploratrice, explorateur, bonjour. Je suis Stéphane, crypto-enthousiaste depuis 2016 et véritablement explorateur dans les blockchains depuis 2019. La blockchain est un univers à part entière et vous entendrez même très bientôt parler de métaverses qui seront des univers virtuels basés sur différentes technologies blockchain. De par ce gigantisme, j'ai décidé de partager avec vous chaque parcelle de la blockchain et des crypto-monnaies que je découvre. En écoutant ce podcast, vous faites désormais partie de la famille des explorateurs crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorateur Crypto. Je suis Stéphane, alias Cryptomédic, et aujourd'hui, je reçois Arké qui est un artiste NFT, et donc on va décoder un petit peu ensemble le marché des NFT, de l'art sur la blockchain. Et puis voilà. Donc Arké, enchanté je suis ravi vraiment de t'accueillir ici, hein, même si on avait déjà un petit peu échangé chez Cryptomatrix depuis 2020, quand il y a eu le gros boom des NFT à l'été 2020. Je pense que c'est à peu près là qu'on a commencé à échanger. Bonjour à tous et merci de m'accueillir. De rien, merci à toi d'être venu. Du coup, on va commencer simple. Hein. Est-ce que tu peux te présenter en 2 petites minutes pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Alors, du coup, je m'appelle Arké, je suis artiste NFT. Avant ça, j'étais graphiste. Je faisais de la vidéoprojection aussi sur Monument et du dessin à la main, de la peinture. J'ai aussi une partie de ma vie où j'ai fait de la musique techno. Et depuis 1 an et demi, je fais des NFT du coup, et ça a plutôt bien pris au début. Et j'ai réussi à rester installé dans ce milieu et continuer à produire des œuvres plus dans la partie art NFT du coup, qui est un petit peu différente de la partie collectible où on a des éditions à 10 000 exemplaires, etc. Mm-hmm. Donc là, c'est des plus petites unités. Donc ça se rapproche quand même de tout ça, mais c'est quand même une des parts des NFT, mais on en parlera tout à l'heure, je pense. Ouais. Je propose quand même des NFT à plusieurs exemplaires ou seulement des exemplaires uniques ? Alors, ça dépend des collections. J'ai des collections où, quand j'ai commencé, je faisais des cartes animées avec une illustration dessus, ou que je vendais en 10 exemplaires chacune. Ouais, je me rappelle, j'en avais acheté. C'est le concept de RC 1155, du coup, qui est différent de l'ERC 721, où c'est des exemplaires uniques en NFT. Donc, celle-ci, je faisais en 10 exemplaires. J'ai quelques autres éditions où je fais en plusieurs exemplaires, mais maintenant je me focalise plus quand même vers de l'œuvre unique, parce que les gens préfèrent ça tout de même quand c'est basé sur l'art. C'est vrai. Donc voilà. C'est vrai. Je te cache pas que moi-même j'ai regardé un petit peu bien sûr tout ce qui se fait, tout ce qui est Bored Ape Yacht Club, les CryptoPunks et tout ça. J'ai pas acheté de ceux-là. J'aurais pu, hein, en plus, c'est ça le pire en étant sur les NFT en 2020, c'est vrai qu'on aurait pu tous prendre, mais c'est difficile, c'est après coup que tu peux voir seulement comment ça explose. Du coup, c'est vrai que j'ai plus tendance à chercher des NFT uniques, comme tu dis, un petit peu comme si tu allais dans une galerie d'art et que tu cherchais vraiment une œuvre unique que toi seul peut détenir.
Et donc, ouais, moi, c'est vrai que j'aime bien ce caractère unique de l'œuvre d'art. Et c'est aussi pour ça qu'on aime bien les NFT, c'est que ça permet justement d'authentifier cette unicité d'une œuvre. Mm. Bah, c'est toute la complexité quand même de pouvoir justement promouvoir le fait qu'un NFT soit important, parce que c'est déjà dur à faire comprendre aux gens. Donc c'est vrai que de se focaliser plus sur des œuvres uniques, c'est plus facile pour faire comprendre. Ouais. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais du coup, ma deuxième question, c'était d'où viens-tu? Mais tu as un petit peu répondu quand tu t'es présenté. Et tu disais que tu venais au départ du monde de la musique aussi. Mm-hmm. Tu fais un petit peu toujours de musique? Tu as prévu de faire des morceaux peut-être sous Alors, NFT, sous forme d'NFT? j'avais lancé un projet d'album où je vendais chaque piste à 10 exemplaires Mhm. qui constituaient un album en tout. Mais à l'époque, comment expliquer ça? En fait, on n'avait pas de moyen de mettre la musique en IPFS, donc sur la blockchain en elle-même. Donc je vendais le NFT et dans le NFT, il y avait un lien pour télécharger sur Google Drive. Donc c'était une façon de le faire. Maintenant, il y a plus d'outils qui permettront de directement lier la musique ou même de faire une vidéo. Parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, on pouvait pas minter de NFT en vidéo, c'était que des GIFs. D'accord. Et là, maintenant, c'est possible. Du coup, oui, là, on peut faire des vidéos MP4 avec du son, etc. Et on peut Ouais. même faire des objets en 3D directement. J'en ai minté quelques-uns. Donc, tu fais une sculpture en 3D et Mhm. tu la mintes et les gens peuvent la manipuler en direct comme ça avec l'objet 3D. Et du coup, oui, effectivement, j'ai des projets qui arriveront dans l'année. Là, j'attends mon nouvel ordinateur en fait pour Ouais. avoir un peu plus de puissance pour pouvoir me remettre à la musique. Mais oui, tout à fait. Hein, je vais essayer de reprendre aussi ce côté-là parce que comme j'ai été très très occupé toute l'année dernière avec tout ce qui est NFT crypto, c'est vrai que j'ai Mhm. pas eu le temps de faire tout ce que j'aurais voulu faire, mais maintenant que j'ai un peu stabilisé ma vie autour de ça, je peux répartir le temps pour ça, ouais. Ouais. Ouais, je pense que tout ce qui est, tu parles des objets 3D et même les musiques, je pense que c'est quelque chose qui va clairement se développer avec l'arrivée des métaverses. Mm. Surtout les objets 3D, les œuvres d'art. Tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté. Je me suis baladé sur Decentraland pour la première fois et j'ai trouvé une artiste qui a exposé sur au muséum de Decentraland. Et puis je lui ai pris un de ses tableaux. Mais je trouvais dommage parce Mm. que c'est un tableau avec juste une sculpture 3D en fait, mais sous forme d'image 2D. Et Mm. après coup, je me suis dit, mince, en fait, c'est con parce que moi, j'aurais bien aimé la voir, avoir le fichier 3D de son œuvre, telle qu'elle a fait. Et comme ça, genre, dans quelques années, si j'ai un terrain sur Decentraland ou The Sandbox, j'aurais pu afficher son œuvre d'art chez moi, tu vois. Que Ouais, là, tout j'ai à juste sous fait. forme de tableau, c'est un peu dommage. Le problème de Decentraland, c'est que le moteur du jeu, on va dire, Mhm. est vraiment pas optimisé, est vraiment pas terrible. Du Ouais, coup, par exemple, moi déjà, j'essaye de limiter mes sculptures en objet 3D à 1 million de polygones, ce qui est ouais, déjà conséquent entre guillemets. Mais normalement, quand tu vas dans du high detail, enfin du grand détail, enfin haute définition, on va dire, tu peux monter à 9 millions de polygones ou plus. Et ouais. sur Decentraland, tu es obligé de vraiment charcuter ton œuvre 3D parce que ça accepte pas autant de polygones, quoi. Et, par contre, il y a d'autres multivers enfin, métaverses qui arrivent ou qui sont déjà un petit peu posés. On a par exemple Cyber.io qui permet de créer une galerie. En fait, ils nous fournissent un modèle 3D de galerie où on Ouais. peut lier ces NFT directement qu'on possède ou qu'on a créé de façon très intuitive. N'importe qui peut le faire. Et ils ont mis la fonctionnalité pour qu'on puisse mettre des objets 3D aussi. Et, Alors ça, je savais pas. et là, j'ai testé l'autre jour, ouais, ça passe nickel avec une sculpture de 1 million de polygones, il n'y a pas de souci. Et c'est vraiment l'avenir ouais, de, de, de l'exposition des NFT. Parce que comme tu l'as dit, toi, tu te baladais dans des Decentraland, tu avais déjà eu envie d'acheter un truc. Parce que c'est pas du tout
le même contexte que de voir un catalogue de tout et n'importe quoi sur OpenSea ou Rarible. Quand c'est exposé dans un lieu, qui soit virtuel ou non, c'est quand même qu'il y a eu une sélection d'œuvres et que l'artiste a envie de montrer aussi ce qu'il sait faire, etc. Moi, Cyber.io, typiquement, je m'en sers de carte de visite. C'est le premier lien que j'ai mis sur Twitter. Et quand les gens veulent voir ce que je fais, soit ils vont sur mon site internet, soit ils vont sur Cyber.io, et ça change complètement la façon de voir les œuvres. C'est ça qui est super intéressant. Ouais. Bah, c'est marrant que tu parles de Cyber.io parce que je connaissais pas du tout et je l'ai découvert hier ou avant-hier. Je commençais à chercher un petit peu, je regardais un petit peu tout ce qui se faisait sur les NFT justement pour préparer ce podcast. Et j'ai vu un mec qui présentait une galerie et je fais « Waouh, c'est trop joli !» Il y avait des beaux effets de lumière, c'était photoréaliste. Et du coup, je suis allé regarder et j'ai vu, effectivement, c'était hyper fluide pour se balader alors que j'étais sur l'iPhone, quoi. Mais Ouais. c'était très, très fluide. Tu cliquais sur n'importe quel tableau, tout de suite, ça t'affichait le lien vers OpenSea. Franchement, j'ai bien aimé. Sur Decentraland, ce qui m'avait plu, c'était de pouvoir échanger direct. L'artiste était là, en fait, elle était présente Ouais. dans le musée. Et du coup, j'ai commencé à discuter avec elle. Et c'est après avoir discuté que j'ai validé l'achat. Et ça, je trouve ça sympa aussi. Ça, c'est l'avantage de Decentraland ou CryptoVoxel. C'est que vraiment, tu peux parler avec les gens. Il y a tout un salon de chat. Par contre, les moteurs sont vraiment à la ramasse. Ouais, Cyber.io, par contre, ils ont fait un super travail, vraiment en un an. Je suis pas dans le projet, attention, je suis juste fan en tant qu'utilisateur. En un an, j'ai vu le truc se développer. Je suis impressionné à chaque fois qu'ils montrent une nouvelle feature. Quoi. C'est juste génial. Et après, pour revenir sur l'appréhension qu'on a selon le contexte du lieu où sont exposées les œuvres, il y a aussi tout le côté réalité virtuelle qui arrive à grande pompe. ouais. Donc moi, par exemple, j'ai fait mon musée sur Altspace, où j'ai pu mettre mes NFT dedans, mais on manque du lien direct avec le NFT, mais ça revient un petit peu au même. Et là, il faut vraiment qu'il y ait un acteur de la blockchain qui prenne ce cap-là, parce que c'est vraiment l'avenir, et pour l'instant, on n'a rien de vraiment lié à la blockchain. Il y a des projets en préparation, mais c'est pas encore efficient. Et dans le même genre, par exemple, il y a Eternal, le projet de tatouage NFT qui s'est lancé il y a quelques mois et dont je fais partie en tant qu'artiste et en tant que conseiller depuis quelques jours. Qui font leur musée aussi, où ils pourront exposer du coup tous les travaux des artistes et aussi de donner une dimension d'ambiance, parce qu'ils ont fait un musée un petit peu bizarre, basé sur l'architecture du logo qui s'extrude, etc. Enfin, c'est vraiment très classe. Et du coup, tu peux vraiment donner une atmosphère. Et là, pour le coup, il y a un lieu de rencontre aussi, parce que sur Altspace, tu peux discuter avec les gens comme ça, quoi. D'accord, je connaissais pas du tout ce projet. Donc, à la limite, tu me donneras le lien et puis comme ça, je regarderai et puis je mettrai le lien en description de l'épisode. Parce que ça a l'air hyper intéressant. Eternal, c'est un super projet. Je vais en parler vite fait quand même. Ouais, vas-y. Pour expliquer aux gens, je vais expliquer pourquoi. Surtout, c'est un projet qui me tient à cœur par rapport à des projets hyper greedy où où tu sens que c'est que basé sur l'argent. Là, c'est pas vraiment le cas. Déjà, c'est une équipe que j'avais rencontrée sur Internet il y a quelques mois. Ensuite, je les ai rencontrés à Lisbonne quand il y a eu le TH Lisbonne. Et là, on a discuté et je me suis rendu compte que les mecs, c'est juste que c'est des passionnés du tatouage et de la blockchain. Ils ont réuni les deux concepts et en gros, tu achètes un tatouage NFT, tu le mintes sur leur plateforme, quelqu'un l'achète et du coup, il y a un réseau d'artistes dans le monde où tu viens avec ce NFT-là et tu lui dis je veux le faire tatouer, et du coup, c'est un tatoueur agréé par Eternal, en fait. Et donc, il y a ça. Il y a une partie jeu vidéo qui va arriver, qui est inscrite dans le white paper. Il y a aussi des NFT plus classiques où c'est juste des NFT virtuels qui sont juste pour la beauté du NFT en tant que tel, on va dire. Enfin, ils ont vraiment développé tout un concept qui va arriver en plus à grossir au fur et à mesure. Là, moi, pareil, je suis impressionné aussi par cette équipe-là. Et c'est vrai que depuis que je suis conseiller, que je vois un petit peu en plus ce qui se passe derrière,
c'est vraiment, je vois que les mecs rigolent pas du tout, quoi. C'est ça qui est génial. Tu peux te dire au début, oui, c'est un petit projet, etc. Mais il y a une quantité de travail qui est fournie par ce genre d'équipe qui est vraiment géniale C'est énorme. et qui donne envie sur le long terme. C'est pas un truc auquel j'avais pensé du tout. Les tatouages sous forme de NFT, alors que clairement, il y aurait un marché. C'est exactement ce que je leur ai dit. Je n'ai jamais pensé, alors que c'est une idée qui semble évidente en fait. Ouais, mais c'est souvent ça. Les meilleures idées sont souvent les plus évidentes, mais pourtant, il y a très peu de personnes qui y pensent. C'est trop évident, justement. On va pas revenir sur la définition d'un NFT et tout ça, parce que j'en ai parlé au cours d'épisodes précédents. Donc, je vais inviter les gens, s'ils veulent savoir ce qu'est un NFT, à écouter mes épisodes dédiés au NFT directement. On va gagner du temps, sinon on est là pour 3 ou 4 heures. Par contre, c'est vrai qu'en ce moment, moi, ce qui m'a beaucoup retenu d'aller dans les NFT, c'est bien évidemment les coûts de gaz sur la blockchain Ethereum. Or, moi j'en étais resté que une grosse partie des NFT étaient mintés sur Ethereum. La plupart de ce qu'on trouve qui a beaucoup de succès sur OpenSea, c'est sur la blockchain Ethereum. Mais je vois de plus en plus de NFT qui se font, notamment au niveau du gaming, sur Solana. Et je pense qu'il y a aussi d'autres blockchains ou sur Polygon. Je voulais savoir, par exemple, moi, je suis photographe à côté. Justement, quand je regardais le site des galeries dont tu me parlais, j'ai perdu le nom. Cyber ? Ouais, sur cyber.io. Je suis tombé, en fait, moi, sur un photographe qui avait fait sa galerie sur Cyber. Et je me suis dit, j'aimerais trop mettre mes photos sur cyber.io et me faire une vraie galerie d'art comme ça. Mais est-ce qu'il y a moyen, toi, si tu devais conseiller un débutant, est-ce qu'il y a moyen de minter ces NFT, mettons une photo, sans avoir à payer des dizaines de dollars de frais de gaz sur chaque mint? Alors, il y a plusieurs moyens. Donc, effectivement, des gas fees en ce moment, c'est complètement ahurissant. Encore là, ETH baisse, donc les gas fees baissent, mais dès qu'il y a de l'activité sur la blockchain, ça fait mal. Effectivement, pour commencer, on n'a pas envie de mettre 200 dollars pour pouvoir publier une œuvre. Et puis, d'autant que quand tu vends ton œuvre et que tu débutes, c'est compliqué de la vendre à 200 dollars aussi, rien que pour récupérer les gas fees. Donc, il y a soit la solution de minter en ce qu'on appelle le lazy mint sur OpenSea, ou Rarible aussi maintenant le propose. Moi, je suis pas hyper fan de ça parce que le lazy mint, en fait, ça consiste dans le fait que tu mintes, tu pseudo-mint en fait, tu payes aucun gas fees, et c'est l'acheteur qui payera les gas fees du mint quand il va acheter. D'accord. Et là, à partir de ce moment-là, le NFT sera vraiment sur la blockchain. Donc c'est un petit peu particulier quand même comme concept, parce qu'avant ça, il n'existe pas vraiment. Il y a aussi le problème que quand on minte sur OpenSea, on est dans la collection OpenSea Store en fait. Quand bien même on ait créé une collection à notre nom, sur le contract, ça sera envoyé dans le contract de l'OpenSea Store. C'est un petit peu compliqué pour les débutants, j'en conviens, ce genre de concept, mais du coup, ça sera pas vraiment ta collection en dehors d'OpenSea. C'est ça le problème. D'accord. Donc ça mixe un petit peu le concept de Web 3 et de Web 2, et c'est ce qui déplaît à beaucoup de monde en ce moment, et pas mal de casseroles également par rapport à OpenSea. Si tu fais pas de lazy mint, par contre, est-ce que si tu te fais une collection, elle est vraiment à toi, ou c'est pareil, c'est une collection sur... Ouais, mais alors attention, parce que pour créer une collection sur la blockchain, ça coûte entre 1200 et 2000 dollars. Donc j'avais regardé une fois, j'ai vite laissé tomber. Quand j'ai commencé, ça coûtait genre 200 dollars. Et je trouvais ça déjà cher, tu vois. J'étais pas content. Puis une fois, j'ai dû en faire une à 1200 dollars. J'ai dit, bon, bah, tant pis, allons-y. Si on avait su, on en aurait créé une bonne dizaine à l'époque où c'était à 200 dollars. À l'avance. Mais sinon, si on veut ne pas être sur ETH en mainnet, on peut minter sur Polygon. Là, à partir d'OpenSea, par contre. Mais on sera dans le même problème, on sera dans la collection générale d'OpenSea, mais ça peut permettre quand même de débuter.
sachant que Polygon c'est quand même pas mal utilisé. Donc ça peut être une alternative. Sinon, on a Solana, comme tu as dit, mais Solana, il y a pas mal de bad buzz en ce moment. Après, à vérifier sur le long terme, est-ce que ça se vérifie ou est-ce que c'est pertinent? Il y a aussi le problème que Solana, c'est une plateforme complètement centralisée, par contre, qui appartient à FTX. Donc, pour la pérennité, moi, je pense toujours à 10 ans, 20 ans, tu vois, pour la pérennité. Ouais, t'as raison. S'il y a un souci, tout le monde perd ses possessions. Donc, je trouve qu'on s'écarte un petit peu du concept de la blockchain et de l'utilité d'un NFT qui te garantit un droit de possession, enfin, une certification sur le long terme aussi. Après, sans critiquer Solana, hein, mais ouais. Après, on a Avax qui va arriver là, je pense en grande pompe. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouillir par rapport à Avax, ce qui est amusant parce que Avax, ça reste un vieux projet. Hein. Ouais. C'est vraiment il me semble que c'est 2017, hein, Avax, non Avax, si je dis pas de bêtises. Avax Avalanche, c'est ça. Ouais, je sais pas quand est-ce que c'est arrivé. Moi, j'en ai entendu là, parler. Je dis peut-être une bêtise, hein, mais j'en ai entendu parler seulement en 2020, fin 2020. C'est peut-être plus récent c'est peut-être plus récent que ce que je pense, mais en tout cas, c'est des projets dont on s'intéressait pas trop, non, c'est vrai. Et qui au final vont produire quelque chose. Donc dans la crypto, des fois, il faut être patient et croire vraiment au projet sur le long terme. Mais là, c'est vraiment, on en parlait encore hier dans une discussion vocale avec des amis. C'est vraiment maintenant que les autres blockchains peuvent tirer leur épingle du jeu pendant qu'Ethereum n'a pas encore fait son passage en 2.0. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que dans tous les cas, d'ici peut-être 6 mois, si tout se passe bien, on devrait voir apparaître Ethereum 2.0, ce qui pourrait effectivement changer la donne très très vite. Alors, on pourrait, parce que les deadlines dans Ethereum, c'est assez flexible. Et surtout, on va pas voir tout apparaître d'un coup. Il y aura une transition qui peut durer 1 an ou 2 a priori. D'accord. Donc effectivement, ils ont le temps de tirer leur épingle du jeu. C'est ça, mais il faut le faire quand même. Il faut qu'ils s'activent. Mais là, ils s'activent bien. Sinon, on a également Tezos, qui pour moi une de mes préférées pour les NFT, sur laquelle avant on avait seulement le site qui s'appelait Ikenunk, qui était un petit peu un truc bricolé, pas hyper stable et avec pas mal d'art expérimental, etc. Donc c'était intéressant, mais le créateur a complètement grillé son cerveau et s'est barré en disant bon, un petit peu à la Macron, vous m'emmerdez, je me casse. Macron, il n'a pas dit qu'il se cassait, par contre. Non, il a dit qu'il nous emmerdait, en plus, c'est pas pareil. Mais en tout cas, maintenant, on a d'autres plateformes qui sont apparues sur Tezos, dont Object.com, donc qui s'écrit objkt.com. D'accord. Qui ont vraiment fait un travail conséquent sur l'interface l'UI UX pour avoir une expérience user-friendly. Donc, quand tu arrives et que tu es nouveau, tu galères pas. Après, tout le monde ne sait pas encore utiliser Tezos parce que c'est pas tout à fait les mêmes process et il faut avoir un wallet différent de MetaMask, en espérant qu'un jour MetaMask intègre Tezos. Hein, ça, c'est pas exclu. Mais voilà. Mais du coup, sur Tezos, les frais sont vraiment minimes et ça marche très bien. Donc, moi, pour le moment, là, à la fois moi et mes collectionneurs, en ayant un peu marre de payer des fees dans tous les sens, j'ai lancé une collection sur Tezos et voilà, ça rien ne coûte de faire plusieurs collections sur différentes blockchains pour voir un petit peu et apprendre aussi les écosystèmes et tout ça. Mais par contre, moi, je fais quand même toujours attention à ce que les projets soient déjà installés depuis un minimum de temps. Pour la pérennité, encore une fois, et pas arriver juste oui, c'est le buzz, alors je vais minter là-dessus, et au final tu te rends compte que déjà 90% des trucs c'est des scams, et au niveau sécurité c'est pas génial, et au niveau comment on dit possession et intégration à la blockchain c'est pas génial non plus, donc voilà. Oui, parce qu'au final quelqu'un qui débute il pourra dire mais je comprends pas pourquoi il fait pas
une copie du NFT sur chaque blockchain, ou tu sais, chaque collection sur chaque blockchain. Mais ça n'aurait pas de sens, puisque l'intérêt du NFT, c'est effectivement d'avoir une œuvre unique, surtout toi dans ce que tu fais, et donc de ne pas refaire une même collection identique sur chaque blockchain. Ouais, tout à fait. Mais il y en a qui le font, hein. Il y a des gens avec moins de scrupules, surtout sur la blockchain. Parce qu'on en parle souvent, hein, avec mes amis aussi, c'est que tous les beaux concepts de liberté, machin, tout ça, la blockchain pour sauver le peuple, le bitcoin, la monnaie du peuple, on a un petit peu perdu ça, hein, il faut pas se le cacher. Hein. Il faut le garder. Hein. Moi, je me bats un petit peu quand même pour ça. Mais on l'a perdu pour la majorité des cas, et c'est ce qui est un petit peu dommage. Voilà, je rebondis un peu à l'extrême sur ma propre discussion, mais même dans le domaine des NFT, quand on écoute les interviews que je faisais il y a un an, par rapport à tous les bons sentiments qu'on avait sur l'art et le NFT, on a vraiment perdu ça à cause des collections en 10 000 exemplaires. Je ne critique pas ces collections-là, hein. C'est juste qu'il y en a eu tellement que les gens, ça a complètement vampirisé le côté artistique. C'est vrai qu'on entend parler de ça. Bah oui, parce que dans la finance aussi, c'est ceux-là qui performent le plus. Mais comme tout est toujours une sorte de marché de tendance contre tendance, ça va revenir. Moi, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Le NFT, je suis navré, même pour les acteurs du jeu vidéo qui en ce moment pestent dessus, c'est inéluctable. Après, à nous de voir, même nous en tant qu'acteurs du NFT, hein, parce que moi je vais être amené aussi à travailler sur des projets liés aux jeux vidéo, etc. À nous de faire en sorte que ça se fasse bien et qu'on essaye de mettre des valeurs morales là-dedans. De toute façon, il y aura toujours des dérives, et des dérives, il y en a de tout temps, dans tout secteur. Bien et sûr. Dans le jeu vidéo, on va pas me dire qu'il y en a pas. Parce que quand on achète des cartes sur une édition de FIFA qui ne servent que pour une édition de FIFA, alors que le jeu, il ressort tous les ans en changeant 2-3 noms, et des fois, ils oublient de changer le logo autour du stade. Ouais. Voilà. Mais en fait, je pense que les gens dans le jeu vidéo n'ont pas peur des NFT en tant que tels, ils ont peur des boîtes de jeux vidéo, parce qu'ils ont vu les carottes qu'ils nous ont mises pendant des années, et ils se disent mais waouh, là c'est la porte ouverte à tout n'importe quoi, parce que là surtout qu'on rentre vraiment dans un aspect financier où il y a du trading aussi, c'est ça qui est dangereux, qui fait peur aux gens, et c'est là où tout notre rôle, nous en tant qu'acteurs bénéfique, sans dire que je suis un ange, hein, mais on fait partie quand même il y a quand même des acteurs qui ont encore des valeurs morales là-dedans. C'est de réussir à amener la chose d'une bonne façon pour montrer que on peut aussi faire des bonnes choses. Rien que le fait qu'on puisse revendre ces jeux vidéo en occasion dans le dématérialisé, parce que ça, c'est quand même la plus grosse carotte qu'on nous a mis de ces dernières années. Parce que rappelez-vous, quand on était enfant, on achetait un jeu, si on en voulait un nouveau, on allait revendre un jeu qu'on avait fini, et puis on pouvait racheter, etc. Là, non, tu achètes le jeu plein balle, puis en plus, les tarifs montent à 80 €, 90 €. Et voilà, t'as ton jeu, tu peux plus rien faire. Et c'est comme moi, toi, t'as connu les années 90. C'est ça, moi j'ai 34 ans, je cache pas mon âge, hein, mais ouais, voilà, on est à peu près de la même génération. Je suis né en 81, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont 20 ans, qui rentrent dans tout ce monde-là des NFT et qui sont des gamers aujourd'hui. Ils n'ont pas vraiment connu ça. Ils ont commencé le jeu vidéo direct avec le dématérialisé. Et tu sais, c'est marrant que tu parles de ça. J'ai fait un épisode sur la réaction des joueurs sur Ubisoft, parce que moi, ça m'a absolument irrité. Parce que c'est quelque chose que, déjà, nous, on a connu les jeux vidéo où t'achetais un jeu, le jeu, il était fini. Ah mais t'avais pas besoin de 50 mises à jour. Ça changeait déjà la donne. Ils bossaient les mecs pendant 3-4 ans sur un jeu. T'achetais ton jeu, il était parfaitement fini. Et à partir du moment où on a vu ces nouvelles consoles next-gen, moi, j'ai adoré les consoles jusqu'à la Dreamcast. Après, à partir des PS2, PS3, quand tu as eu les mises à jour, enfin la PS3,
ils ont commencé à faire ça, à faire des mises à jour de jeux et tout, plus les contenus additionnels, ce que tu n'avais pas avant. Il y avait des add-ons quand même avant, mais souvent ils étaient gratuits dans les CD de magazines, Ouais. etc. C'est ça. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu irrité la réaction des joueurs parce que je me dis, mec, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on se bouffe du contenu additionnel. Ils se font alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais j'avais regardé Ubisoft combien ils se faisaient par an. Je sais pas si c'était pas loin d'1 milliard ou 500 millions d'euros, je me rappelle plus. Rien que sur le contenu additionnel, c'était des centaines de millions de dollars. Donc les gars, ils payent déjà. Sauf que là, on leur offre la possibilité de continuer de faire exactement ce qu'ils font, mais d'être propriétaire de ce qu'ils achètent et de pouvoir les revendre. Quand tu vois aujourd'hui que tu peux te faire supprimer ton compte, il suffit même que Ubisoft ferme les serveurs d'un jeu. Steam, cool, tu perds ton catalogue de jeux. Hein. Bah c'est ça. T'imagines le pognon perdu, les mecs qui ont foutu des milliers d'euros dans des jeux vidéo sur plusieurs années, ça va vite. Hein. Et au-delà de l'argent perdu, là on va encore dériver un peu plus, mais c'est aussi l'attachement de la chose que tu as acheté. Parce que quand tu te fais un catalogue de jeux, c'est aussi des jeux que tu as aimés, etc. C'est une collection. Moi, par exemple, là, je me remets à collectionner et à acheter des Blu-ray, ce que je n'avais pas fait depuis 20 ans, parce que je me rends compte que je regarde des films ou des séries sur Netflix ou autre, et puis, je l'oublie après, tu vois, je sais même plus ce que j'ai regardé, et il y a des fois, je regarde des trucs alors que je m'en fous complètement, parce qu'on me donne un choix limité. Mais pour le jeu vidéo, c'est pareil. Voilà, si on perd tout notre catalogue, bah, c'est une part de notre vie aussi qui s'en va. Et quand bien même, le fait de pouvoir revendre les jeux vidéo, normalement, ils avaient commencé à étudier des lois pour forcer le fait qu'on puisse revendre les jeux vidéo. Ça s'est fait bâcher par les lobbies, etc. En fait, ils pouvaient tout à fait le faire avant. Hein. Sauf que c'était beaucoup plus compliqué pour qu'ils reçoivent des royalties, etc. Là, pourquoi ça intéresserait les développeurs, c'est que quand toi tu revendras ton jeu, eux aussi retoucheront une part sur la vente secondaire. Bien sûr. Et donc c'est pas un mal. C'est que ils te fournissent un service, très bien. Mais tu es quand même gagnant sur ce point-là. Ok, ils vont gagner aussi, mais c'est l'industrie, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et après, le problème là avec Ubisoft, c'est qu'on l'a pris du coup avec la tête sur un pic parce que c'est les premiers à avoir mis le pied dedans et qu'ils l'ont fait de façon, admettons-le, assez maladroite, mais faut bien admettre qu'Ubisoft c'est pas la boîte la plus maléfique du monde. Hein. Ubisoft c'est quand même une boîte qui a sorti des Assassin's Creed à la chaîne, etc. Mais il y en a quand même qui sont de qualité. Mais ils ont aussi sorti des jeux un petit peu plus indés en parallèle parce que je pense qu'ils ont encore un amour du jeu vidéo. Donc après, c'est une industrie, mais je pense que Ubisoft sont pas les personnes les plus à blâmer. Ils ont manqué. Non, ça reste une bonne boîte. C'est ça. Ils ont manqué d'expérience sur cet acte-là. N'empêche que c'était les premiers à y être. Et tout le monde a suivi derrière. Square Enix et tout sont arrivés en disant pareil. Konami pareil. Sauf que quand Activision va arriver, on va moins rigoler. Là, ça va être plus compliqué. Ouais. Donc, il vaut mieux que ce soit Ubisoft qui réfléchisse à qu'est-ce qu'ils peuvent faire avant, plutôt qu'Activision qui réfléchirait pas dans le même sens, à mon avis. Moi, j'ai aucun problème à ce que les boîtes se fassent du biz pour les NFT ou dans leur domaine, parce que je vous rappelle que quand vous allez à la boulangerie, vous volez pas le pain, j'espère, vous l'achetez. Donc, quand il y a une production, c'est normal qu'il y ait une notion d'argent derrière, c'est ça. Après, voilà, enfin, faut voir ce que ça va donner. Moi, je continue à y croire quand même qu'on pourra avoir des bonnes choses et j'espère ne pas être trop naïf encore là-dessus. Mais de toute façon, les NFT dans le jeu vidéo, c'est clairement, vous pourrez rien y faire. Ça sera le cas. Ouais. Moi, ce qui me hype le plus là-dedans, c'est la possibilité de pouvoir réutiliser un NFT dans d'autres jeux vidéo. Mais ça, c'est génial. Ouais. Je donne toujours l'exemple, t'achètes un NFT, t'achètes une super épée légendaire dans Zelda, tu pourrais la réutiliser dans Super Smash Bros. Et avoir une nouvelle arme, voire dans n'importe quel autre jeu. Ça serait énorme. Même un manteau ou des vêtements, des trucs, ou
ou même, toi, imaginons, dans FIFA, t'achètes une paire de Nike de fou, là, parce qu'ils adorent faire de la pub. D'une édition à l'autre, tu pourrais la transvaser. Mais attention, au conditionnel, tu pourrais, si ces acteurs du jeu vidéo ne font pas n'importe quoi. Bien sûr. Il faut qu'ils jouent le jeu aussi. Faut qu'ils jouent le jeu, faut qu'ils comprennent aussi qu'il y a un intérêt là-dedans. Et moi, je pense que l'intérêt est fort. Les gens ont toujours aimé acheter des personnalisations de personnages dans les jeux vidéo. Là, ils les achètent. Dans tous les cas, ils les achètent. C'est ça. Donc là, on aime bien ça. T'imagines, tu dis une paire de Nike, t'achètes une paire de Nike, tu les fous, tu joues à FIFA, tu mets la paire de Nike à Benzema, et puis le soir, tu vas te balader en boîte dans le métaverse, et puis tu chausses les mêmes chaussures que tu avais mis à Benzema. C'est hyper classe, moi, je trouve. Exactement, mais c'est ça, en fait, c'est l'interconnexion possible est géniale. Et en plus, pour des MMO, par exemple, tu craftes des choses, tu peux le revendre aussi. Donc, ok, en fait, je comprends tout à fait l'argument où les gens disent, comme Julien Chies, par exemple, qui est un youtubeur connu du domaine du jeu vidéo, son argument premier, c'est oui, mais il y a quand même beaucoup d'enfants qui jouent aux jeux vidéo, et ça, je peux tout à fait l'entendre, et c'est vrai que c'est un point qu'il faut réfléchir. Moi, ce qui me dérange par contre, c'est que en tant qu'acteur des NFT, j'ai envoyé des messages à plusieurs youtubeurs comme ça qui faisaient un peu les chialeuses, aucun ne m'a répondu. Donc c'est bien beau d'ouvrir un petit peu sa bouche et de sans comprendre vraiment ce qui se passe, ou de dire oui, mais non, j'ai très bien compris, mais je reste borné parce que j'ai pas envie de m'ouvrir. Super. Mais si tu veux pas en discuter, et si tu veux pas nous aider, nous aussi, en tant qu'acteurs du NFT, à comprendre vos peurs pour qu'on puisse faire des choses bien, je suis désolé. Là, je leur fais un message, une lettre ouverte, mais je sais qu'ils m'entendront sûrement pas. Mais parlez avec nous aussi, quoi. Enfin, là, c'est complètement ridicule. Et c'est juste fermer les portes à quelque chose qui va être génial, et au risque, justement, que les acteurs, les grosses boîtes fassent n'importe quoi, parce qu'ils ils auront pas consulté les bonnes personnes. Ouais. Donc, alors, j'ai pas vu ce que Julien Chies avait dit sur le sujet. Il hurle dans ses vidéos, non, jamais boycotter, ça ne passera pas par moi, c'est les mots utilisés, quoi. Alors Julien, je vais t'envoyer le lien du podcast et tu vas apprendre ce qu'est un NFT. J'avais envoyé aussi un message à EMB, Edouard, qui est bordelais en plus comme moi. Faudrait que j'essaie de lui offrir un café pour vraiment lui expliquer, parce que je pense que ces influenceurs-là, nous, on ne peut pas se faire entendre par toute la communauté gaming. Par contre, je pense que si ils nous laissaient leur expliquer l'intérêt de la chose, moi, je sais que j'en ai parlé j'ai pas encore publié, mais j'ai enregistré un épisode où je disais, la première fois que tu entends parler du Bitcoin ou de la blockchain, ta première réaction, c'est le rejet. Bien sûr, mais c'est normal. Quasiment tout le monde, c'est le rejet, c'est « Ah non, c'est une arnaque, c'est un Ponzi, non, c'est trop dangereux, je vais pas là-dedans ». Et généralement, c'est toujours 2-3 ans après que tu en entends parler, souvent au cours d'un bull run, que tu dis « Il faudrait peut-être que je m'y intéresse ». Moi, je n'ai pas entendu parler du Bitcoin la première fois en 2013. 2016, ça a remonté et j'ai commencé à regarder un peu, mais de loin. Et j'étais encore un peu trop effrayé par ce qu'on me disait. Et c'est seulement en 2018 que j'ai fait mes devoirs, les vrais. Et là, j'ai compris, j'ai pris une claque monumentale quand j'ai compris ce que c'était et ce qu'il y avait derrière. Et je crois que ces influenceurs-là, on pourrait leur expliquer en donnant vraiment des exemples concrets de ce qui est possible de faire. Et je crois que, comme tu disais tout à l'heure, ils ont surtout peur de se faire racketter, en fait. Alors que c'est tout à fait compréhensible, hein, mais bien même sûr. Au-delà de leur expliquer, c'est aussi justement écouter leurs peurs et essayer de les rassurer ou non, et de dire oui, bah ça aussi on a peur, et on essaiera de lutter aussi à vos côtés, parce que il faut bien le rappeler que ok, oui, nous on est dans la crypto, donc oh là là, on est trop machiavélique, on a des intérêts à faire sur n'importe quoi dont on parle. Non, à la base, on est aussi des joueurs de jeux vidéo, on regarde des films, on lit des BD, on aime l'art, etc. On n'est pas tous sans foi ni loi, sans morale et tout ça. Donc, il faut aussi qu'ils acceptent de discuter et qu'on puisse construire des choses ensemble dans le meilleur, enfin pour le meilleur en tout cas. Ouais. On va repartir un petit peu sur l'art,
Parce qu'on a pas mal dévié sur les jeux vidéo, mais moi je pourrais parler des heures de jeux vidéo, c'était vraiment ma passion, même si j'ai plus trop le temps de jouer depuis des années. Tu dirais, quelle est ta place dans le monde des NFT aujourd'hui ? J'ai une place assez petite, hein. Je suis un des acteurs NFT artistiques parmi d'autres. Après, j'ai réussi quand même à avoir une communauté qui me suit et des gens qui me suivent, mais je reste relativement petit, on va dire petit moyen, quoi. Mais il y en a qui sont énormément plus gros. J'ai vu que sur ton Discord, tu avais presque 1000 abonnés maintenant. Voilà, oui, c'est ça. Discord. Après, sur Twitter, j'en ai 13 000. Ouais, c'est pas mal. Mais moi, je pars plus du principe de grossir au fur et à mesure pour essayer de construire des choses solides et d'essayer de ne pas arnaquer ma communauté non plus comme peuvent le faire non, mais c'est bien, gros artistes. Je vois que tu crées des partenariats, tu fais du conseil au final auprès d'autres entreprises. Aussi, oui, ou des partenariats pour vendre des NFT, ou pour offrir des NFT, par exemple sur Terre-Noah. Mais je le fais parce que c'est des projets que j'aime bien. Parce que j'ai reçu plein de propositions de plein de choses. Je dis, mais non, déjà la tête de votre CEO, là, je l'aime pas. Parce que, c'est pas que sa tête, hein, c'est qu'en général, je regarde un petit peu l'historique des mecs et je vois que non, le mec, il est là pour nous scammer. Mais les projets auxquels je participe, c'est vraiment des projets qui me tiennent à cœur ou qui sont des projets français avec des équipes dynamiques, etc. Donc il y a ça, mais oui, j'ai pas une place non plus énorme, mais j'ai quand même ma place. Mais ouais, voilà, je construis au fur et à mesure et je n'utilise pas j'essaie de pas utiliser les ficelles pour grossir trop vite. Et après, voilà, vous avez acheté, tant pis pour vous, mais tant mieux pour moi, et ciao, quoi. Ce qui arrive souvent aussi dans le milieu artistique NFT, mais... Faut pas que j'isole cette phrase hors contexte. Arké, il a dit, si vous achetez, tant pis pour vous. C'est ça. Mais en soi, tu sais que c'est quelque chose que je dis à mes collectionneurs quand même, hein. Par exemple, là, t'es transparent. Je leur dis pas dans ce sens-là, mais il y a des périodes où je leur dis, franchement, n'achetez rien, et même mes trucs. Quand je vois que ETH arrive sur un sommet, puis faites attention parce que comme on achète en ETH, si ETH se casse la gueule, ça peut faire une période de creux quand même sur votre wallet parce que le marché NFT n'est pas un marché très illiquide, donc si on investit dans un NFT, on ne sait pas quand est-ce qu'on va le revendre. Parce qu'il faut un acheteur direct. Ouais, et à contrario, moi je me rappelle à l'été 2020 avoir acheté certaines œuvres à 1 ETH, ce qui valait à l'époque $200-250, et que je vais jamais réussir à revendre un ETH ou plus aujourd'hui. Et ça peut être un problème. C'est pour ça que moi je dis quand même aux gens, même dans ma communauté, de faire attention à certaines périodes parce que de vendre des NFT à 80 ou 100 dollars comme je faisais au début, j'ai pas de complexe. Il n'y a pas de souci, c'est pas des grosses sommes. Les gens ont cru en mes choses, et puis de toute façon, en général, ils peuvent les revendre plus cher quand même. Là, il n'y a pas trop de soucis. Mais de vendre quelque chose à 1000, 2000, 3000 euros ou dollars et de les laisser bloquer comme ça, là, je me sens pas bien. Enfin, si un acheteur achète à cette somme-là, si je veux que ce soit vraiment quelqu'un qui aime ce que je fais et qui n'a pas de souci à bloquer cet argent pendant un moment et que principalement il achète parce qu'il aime l'œuvre et qu'il il veut bien y mettre cette valeur. Que ce soit pas juste de la spéculation. De la spéculation, tout à fait. Au niveau artistique, est-ce que, alors hors NFT et puis après on peut faire au niveau des NFT, t'as des inspirations, des artistes que t'aimes beaucoup? Oui, après c'est principalement Rodin, Camille Claudel, les sculptures un petit peu très expressives et expressionnistes. Et pareil, tout le mouvement expressionnisme dans l'art de la peinture. Après, j'aime beaucoup aussi le surréalisme avec Magritte, etc. Hein. Et ou l'abstrait avec Picasso parce que c'est très graphique.
finalement, c'est un peu le début du graphisme. Hein, mais Dali, j'ai Picasso, beaucoup d'inspiration. Comment? Dali, Picasso, c'est des mecs qui se seraient éclatés avec les NFT. Il se serait fait beaucoup de thunes, surtout. Ouais. Après, j'ai un problème quand même avec le milieu de l'art traditionnel où on a mis certains artistes ou non en avant dans l'histoire de l'art. Ouais. C'est toujours un peu compliqué. On le voit, la reproduction de ça hein, dans les NFT. T'as des mecs qui sont propulsés en avant, qui vendent des trucs et qui justement n'ont pas ce principe moral de faire attention à leur communauté. Et c'est pas toujours les plus talentueux, mais bon, c'est une chose. On va pas chouiner sur notre sort. Surtout que moi, je serais mal placé pour le faire. Mais après, voilà, j'ai quand même beaucoup d'inspiration dans l'art traditionnel. J'achète beaucoup de livres d'artistes pour regarder, juste pour le plaisir de regarder ou pour voir un petit peu ce que j'aime et l'intégrer dans mes œuvres aussi, hein, parce que l'art, c'est aussi de prendre l'inspiration chez ses pairs et dans le passé et de continuer des choses. Parce que rien ne naît de zéro, comme certains pourraient le croire, et le talent, ça s'apprend aussi. Mais voilà, pour le milieu le milieu traditionnel artistique hors des NFT, c'est ça en gros, ouais. Est-ce qu'il y a un événement particulier qui t'a poussé à te lancer dans les NFT? Est-ce que c'est quelque chose que tu suivais déjà depuis les tout débuts, depuis les CryptoKitties ou... Pas du tout. Parce que déjà, moi, je suis dans la crypto que depuis mars 2020. Il me semble que c'était ça le Covid, hein, le crash Covid. Ouais, c'est 2020. Ouais. Donc, c'est quand même très récent. Donc, moi, je suis rentré dans la crypto comme ça. J'ai fait de l'analyse technique et tout pour apprendre au début. Plus dans un profil d'investisseur que de trader intraday ou quoi. Hein. Et puis, je suis tombé sur la vidéo de Cryptomatrix qui en parlait. Et je dis, waouh, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Je peux relier mes deux... je peux relier ma passion de vie où je suis payé comme une misère depuis des années et la crypto. Allons-y, testons. Hein. Puis au début, j'ai vraiment la vidéo de Cryptomatrix, j'ai dû la regarder 3 ou 4 fois hein, parce que j'étais là, mais je comprends rien. C'est quoi en fait? Je pense que t'es comme moi vis-à-vis de Cryptomatrix. Moi, je crois que j'arrête pas de le remercier, mais c'est vrai que sans Cryptomatrix, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en seraient pas où ils en sont aujourd'hui. La semaine dernière, il avait fait une petite vidéo où il en avait eu un petit peu ras-le-bol de se faire bâcher par certains connards, on va pas se le cacher. Moi, je sais que CM, il a aidé tellement de monde. Et c'est clairement malheureux, l'état psychologique dans lequel il s'est retrouvé, parce que c'est quelqu'un qui a quand même réussi à créer la communauté la plus bénéfique du monde. Ouais. Et quand on l'écoute dans ses vidéos, après, il peut avoir ses détracteurs ou quoi. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde de la même manière. Mais je suis navré, quand on regarde ses vidéos, je pense qu'on peut sentir le côté bénéfique aussi de cette personne. Surtout qu'il il a toujours été là pour aider les gens. Donc, ouais, c'est un petit peu malheureux. Après, les gens reprochent qu'il essaye de faire... les gens reprochent qu'il fasse de l'argent avec ses partenariats YouTube ou même avec les sous des YouTube. Mais les gars, on est dans la crypto et on est dans la vraie vie aussi. Hein. On fournit un travail, mais il y a une façon bien de le faire et une façon moins bien. Donc, je suis désolé, j'ai jamais vu Cryptomatrix faire une pub pour Red Shadow Legend, qui est un jeu de merde. Clairement. Alors que tous les youtubeurs de jeux vidéo, ça y va pour du Red Shadow Legend. Hein. Et quand ils te font croire en plus, ah oui, parce que regardez, moi j'y joue, j'ai créé une guilde et tout, venez dans ma guilde. Mais vous croyez qu'ils y ont joué une seule seconde, les gars? Non. Ouais. C'est juste un partenariat, sans aucun état d'âme, où le contrat, c'est tu crées une guilde et tu dis aux gens de venir dessus. Et quand ils viennent dans ta guilde, ils ont droit à un item gratuit, etc. Mais c'est quand même assez gros qu'on critique aux youtubeurs crypto de parler de projets crypto où en plus ils se sont intéressés, en tout cas pour Cryptomatrix, ils s'intéressent vraiment aux fondamentaux des projets. Il fait le due deal à chaque fois. C'est ça.
Et il le dit, oui, voilà, là c'est sponsorisé, mais c'est un projet dans lequel je crois, etc. Et en plus, il ne force personne à acheter de ce projet. Hein. Je pense qu'il en a refusé. Il a dû refuser pour des dizaines de milliers d'euros de sponsors, si c'est pas plus. Ah oui, clairement. Parce que dès qu'il a un doute sur un projet, il le présente pas. Moi, c'est pour ça que dès qu'il présente quelque chose, je m'y intéresse, parce que je sais que derrière, il a bossé pour nous le présenter. Il prend pas de risque en fait à présenter des scams. Et après, des choses maloses peuvent arriver dans le projet en lui-même, mais ça n'est pas sa faute. Et au-delà de parler uniquement de Cryptomatrix, parce que c'est quand même dérangeant de parler quand quelqu'un n'est pas là, j'aime pas ça, mais même si ça rend bien, hein, évidemment, qu'on le fait, c'est que l'esprit dans la crypto, là, quand tout le monde est là, on est trop fort, on s'aime tous, et puis surtout, voilà, on est trop fort. Dès que ça se casse la gueule, c'est de la faute de quelqu'un d'autre. C'est marrant. Hein. T'es toujours trop fort toi-même quand ça monte, mais quand ça descend, c'est la faute d'un autre. Hein. Et ça, je trouve ça très, très malaisant. Cette espèce de chasse aux sorcières. Prenez un peu vos responsabilités, les gars. Mais tu sais, Asher en avait déjà parlé. Hein. Oui, Asher, il doit en prendre pas mal aussi dans les dents. Hein. Ah ouais, ça lui était arrivé au bear market de 2018-2019, où il y a des gars qui s'étaient fait rincer parce qu'ils avaient investi dans le top. Et en fait, il s'était pris des menaces et tout. Il avait eu des menaces de mort. Hein. C'était monté loin. Surtout dans la crypto, ça peut être un peu dangereux. Mais après, quand je dis en plus prenez vos responsabilités, je le dis aux deux parties. Parce que ça m'est déjà arrivé de dire à des youtubeurs, mais tu fais vraiment n'importe quoi là. Déjà, tu fais la girouette tous les jours. Mais de façon avec une certitude profonde, genre ça va être ça qui va se passer, et le lendemain tu vas dire l'inverse, et t'as des nouveaux venus qui vont arriver, ils vont te suivre. Donc moi ça m'est arrivé de dire à des nouveaux youtubeurs là, parce qu'on a vu plein arriver là à cette période des 3 derniers mois, qui sont sortis de nulle part comme ça et qui sont les nouveaux ayatollahs. Mais les gars, faites quand même attention à comment vous tournez votre message, parce que ok, vous pouvez faire des prédictions, dire ce plan-là, etc. Mais on le sent quand même quand c'est juste pour faire du buzz. Ils ne savent pas conjuguer le conditionnel. Hein. C'est ça, mais c'est surtout qu'il y en a qui font des vidéos uniquement parce que c'est la tendance qui va plaire aux gens, genre hyper dramatique ou hyper bénéfique. Et donc c'est de ce côté-là que les youtubeurs doivent prendre, et beaucoup le font, leur responsabilité, parce qu'il y a des très bons youtubeurs quand même. Hein. Et de l'autre côté, à l'inverse, en tant qu'utilisateur de la crypto, et si vous dites trader ou quoi, ou investisseur, c'est votre responsabilité aussi. Hein. Faut arrêter un petit peu de croire que c'est un milieu magique, parce que l'argent sort pas de nulle part. Hein. Et il y a des risques, c'est un milieu hyper risqué. Donc prenez vos responsabilités et arrêtez de remettre ça sur les autres. On est responsable de ses gains et responsable de ses pertes. Moi, c'est ce que je répète toujours. Et ils oublient souvent la deuxième partie. Ouais, c'est ça, exactement ça. Au niveau du futur du NFT, quelle est ta vision du futur des NFT ? Est-ce que tu penses peut-être à des utilisations auxquelles on n'a pas encore pensé, peut-être par rapport à l'arrivée des métaverses, ou je sais pas. Déjà, il y a les métaverses, il y a toute la traçabilité, que ce soit nourriture ou dans la mode, ils vont l'utiliser pour vérifier que c'est un vrai. On a parlé aussi des jeux vidéo, où là, il y a tout à faire, et ça sera, à mon avis, le prochain secteur de l'année 2022. Après, t'as l'immobilier aussi avec Realty, ou peut-être que d'autres projets se créeront autour de ça. Après, dans ce qui pourrait se créer, je ne vais pas vous en parler parce que sinon vous allez me voler mes idées, mais mais il y a plein de choses à faire. On va suivre, j'en profite pour dire, tiens, balance-nous tes liens du coup pour te suivre et pour rien manquer de tes futurs projets qui vont nous rendre multimilliardaires. J'espère pour vous, ou j'espère pour moi aussi. Alors où est-ce qu'on peut te suivre ? Vous pouvez me suivre déjà sur arc-art.com, c'est mon site principal. Sur Twitter, vous cherchez Arc, A-R-K-E, et je pense que vous me trouverez dans les premières propositions. On mettra le lien, et puis si jamais tu changes de pseudo, tu me préviens, et puis
Tu sais, sur les podcasts, tu peux modifier la description, il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc voilà, là, c'est pour voir un petit peu ce que je fais. Ça regroupe un peu toutes les plateformes, etc. Ouais. Tu n'utilises pas Instagram? Mais sinon, comment? Instagram aussi, si, bien sûr. Instagram, mais Instagram, c'est quand même très... c'est envahi totalement par les bots, etc. Et leur algorithme est vraiment pété par rapport à avant. Avant, quand on publiait sur Instagram, on apparaissait dans le hashtag de façon chronologique, en fait. Maintenant, tu apparais par rapport à ton nombre d'abonnés, etc. Donc, en fait, Instagram est complètement vaporisé par les gros accounts, sachant que les gros accounts, en général, c'est des filles un petit peu sexy, etc. On a un peu perdu la tirée du truc c'est très par rapport à l'art, d'être visible sur Insta. Mais bon, ça reste un bon portfolio, comme on dit, pour les artistes, une bonne carte de visite pour montrer ce qu'on fait. Avec l'arrivée des métaverses, on va avoir des plateformes comme ça, beaucoup plus virtuelles, mais qui seront parfaitement adaptées au partage de NFT. C'est ça, mais par rapport au côté social, c'est vraiment quelque chose qui changera la donne aussi. Et aussi, justement, que tu puisses discuter avec des gens dans un métaverse avec un visuel, parce que là, tu auras un avatar. Ça poussera aussi à acheter des NFT comme on disait tout à l'heure, de chaussures, de vêtements, etc. Ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Je vais pas beaucoup plus te retenir. On en est à 1 heure de discussion. Je sais que tu m'as demandé pour une demi-heure, 1 heure à peu près. Est-ce que tu aurais 3 conseils à donner pour les explorateurs crypto que nous sommes, que ce soit au sujet des NFT ou plus généralement? Alors, 3 conseils. Je dirais que le premier, c'est déjà connaissez-vous vous-même votre profil, parce que quand on arrive, que ce soit dans les NFT, la crypto ou n'importe quoi, il y a plusieurs types de profils, que ce soit le trader court terme, l'investisseur ou autre profil. Mais il faut pas se tromper par rapport à soi-même, par rapport à son tempérament et par rapport à ce qu'on cherche. Que vouloir gagner de l'argent très vite sur des gros trades ou avec des leviers machin, je vous interdis pas de le faire, mais tu vois, c'est pas ce qu'il y a de plus conseillé. Mais pour faire ces choses-là, il faut avoir le tempérament pour aussi. Et tout le monde n'a peut-être pas envie de perdre de l'argent non plus. Donc voilà. Mais déjà, connaissez-vous vous-même. Après, pour le deuxième conseil, intéressez-vous vraiment aux fondamentaux et à l'aspect technique des choses. Et le troisième conseil, ça serait la patience. Je pense que c'est toujours ce qui fait qu'on devient gagnant au bout d'un moment. Tout à fait. J'aurais pas pensé à la patience, mais c'est vrai que c'est je trouve que c'est l'item le plus compliqué à garder sur le marché des cryptos. Bien sûr, parce que on est sujet à tellement d'émotions, on est sujet à énormément d'émotions et de coups durs et à l'inverse d'euphorie. La patience, c'est vraiment le truc primordial, ouais. Et puis surtout, si vous investissez dans l'art, je pense qu'il faut beaucoup de patience, parce que même si on voit effectivement des NFT, quand tu vois les Bored Apes en quelques mois qui prennent des valeurs dingues, mais la plupart des œuvres d'art ne s'apprécient que sur plusieurs dizaines d'années. Donc, dans l'art traditionnel, après, dans la crypto, on a la chance que c'est un petit peu plus rapide quand même, mais ça peut s'étaler sur 1 an ou 2 ou 3 quand même. Mais déjà 2 ans, ça paraît énorme sur le marché des cryptos. Mais il faut aussi laisser le temps à l'artiste de grossir et de construire son univers. Parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, justement, les artistes ce qu'on peut appeler des artistes avec des guillemets maintenant pour certains, sont propulsés sur le devant de la scène ou autres, ou font du gros buzz, c'est justement des mecs qui ne sont pas tout seuls. Il y a une équipe souvent derrière, des développeurs, du marketing, des machins. Un artiste indépendant, il faut lui laisser le temps de construire les choses aussi. Moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui m'entourent quand même pour m'aider sur des choses, ou pour me conseiller, ou pour m'apprendre des choses. Mais la plupart du temps, je suis tout seul à construire des concepts, etc. Donc, c'est pas la même échelle, quoi. C'est vrai que tu parles d'artistes qui ont une équipe derrière. Quand on voit les gros projets qui marchent vraiment, c'est des gars qui ont plusieurs... faut pas que n'importe quel débutant se dise « Ouais, je vais créer mes NFT, je vais devenir multimillionnaire ». C'est des gars, ils ont déjà des budgets de plusieurs centaines de milliers de dollars
rien que pour le marketing. Je vois l'artiste Vincent Faudemer, on en parle pas mal en ce moment, avec ses éléphants. Derrière, tu vois que, il y a un pognon de dingue, quoi. Je sais pas si c'est juste lui, mais je sais que c'est un artiste maintenant qui est reconnu depuis plusieurs années, donc il doit avoir un sacré budget lui-même. Mais ça doit être aussi avec des investisseurs qui sont derrière pour pousser le projet, quoi. Probablement, je ne connais pas, donc je pourrais pas me prononcer, mais... Je ne connais pas Vincent Faudemer. Il a lancé le Babolex, c'est un espèce de baba. On m'en a parlé, ok, non, bah, j'ai pas envie d'en parler du coup. Il y a des sculptures, il y a des sculpures physiques et il a fait un partenariat avec Snoop Dogg. Voilà, mais c'est tout ce genre de choses, ça me fatigue un peu, en fait. C'est pas non plus là-dedans que j'ai investi, mais j'essaie un petit peu de regarder tout ce qui se fait, même si c'est impossible. Je sais même pas comment Cryptomatrix arrive à tenir le rythme. Ça va tellement vite depuis. C'est incroyable, hein. Depuis un an, ouais. Et franchement, j'ai arrêté mon job d'infirmier parce que je me suis dit, je manque toutes les opportunités, parce que d'être juste 1 heure ou 2 par jour dedans, c'est pas possible. Et je m'étais dit, c'est bon, dès que je vais m'arrêter, je vais pouvoir tout suivre. Mais ah non, c'est en effervescence constante là. Donc t'as beau être à H24 dedans, c'est juste intenable. Ouais. Tout part dans tous les sens. C'est à la fois génial et dangereux, hein, mais gardons le côté génial. Ouais, même Samy sur un live du journal du coin, du coin, il disait fin 2020. Début 2021, il arrivait encore à tout suivre tout seul. Aujourd'hui, il n'y arrive plus. Il a son équipe derrière, donc ils sont plusieurs à chercher l'info. Mais c'est vrai que moi, tu vois, je voulais faire une émission hebdomadaire que j'appelle le Hopium's Digest, pour faire un petit peu un résumé de l'actu hebdomadaire. Mais au final, je choisis juste 4-5 grosses infos que je résume dedans. Et ça fait déjà des émissions de 15-20 minutes. Mais si tu veux résumer l'actu hebdomadaire, il faudrait une émission d'une journée entière. Ouais, même beaucoup plus, en vérité, mais c'est pas possible. Ouais, si tu veux vraiment aller dans le détail, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc voilà, bon, je vais arrêter là l'émission. Si tu veux rester un petit peu discuter, il n'y a pas de problème, mais on va arrêter l'enregistrement parce que je pense qu'on a déjà abordé beaucoup de sujets. Je te remercie d'être venu animer ce podcast avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi et au revoir à tout le monde du coup. Voilà. Donc c'était Arké, mon premier invité sur Explorateur Crypto, et puis j'espère le début de nombreuses autres invitations avec des invités tout aussi intéressants. Merci pour toutes les infos que tu nous as apportées. Donc faites vos devoirs, suivez les conseils d'Arké, les 3 conseils qu'on vous a donnés en fin d'émission, et à très bientôt sur Explorateur Crypto.